Quand on aborde la gastronomie, tout est pluralité. Dans une recette, plusieurs ingrédients. Pour les achats, plusieurs commerçants. Dans l'assiette, plusieurs aliments. Alors oui, j'ai voulu définir ce podcast Passion sans modération comme une rencontre entre plusieurs personnalités de la sphère food. Une vraie tablée souriante grâce à laquelle vous passerez, je l'espère, un très bon moment. Le dénominateur commun, ce sont des convictions et une passion dévorante de mes invités pour le métier qu'ils incarnent sans modération. J'anime, ils s'expriment, elles racontent, vous écoutez et nous partageons une table, ensemble. Au menu de l'émission, une conversation 3 étoiles, des interviews aux petits oignons, des confidences épicées. Oui, un podcast vitaminé comme moi. Mais qui suis-je ? Qui est donc derrière le micro ? Je m'appelle Virginie Legrand, je suis chef à domicile depuis 8 ans et je foisonne de créations nouvelles et audacieuses. Et si, aujourd'hui, ensemble, on laissait caraméliser des cuillères entières d'énergie positive ? Allez, venez avec moi dans les coulisses de la foodosphère, on va se régaler ensemble. Au micro aujourd'hui, 4 personnalités qui aiment s'engager et qui parlent le langage vrai de la gastronomie. Tous veulent transmettre, créer de l'émotion et partager autour de valeurs incompressibles. Je suis impatiente d'écouter leurs histoires et leurs convictions, impatiente de vous donner envie de relayer leurs belles actions. Bienvenue à Sabine Strasser, chargée de développement de l'économie locale de la ville d'Andrézy et conseillère pour les commerçants au sein de la CCI de Versailles. Bonjour Sabine. Bonjour à tous. Bonjour Vincent Giraudet, fondateur de la distillerie L'Alambic Parisien dans le 20e arrondissement. Bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour Fabrice Morel, caviste Bonjour. chez Vinosfera, un lieu spécialisé dans la dégustation de vins et de champagne en plein cœur du Marais. Tout à fait. Et Houssen et Claire Akbarali, cofondateur de la marque 1000 Saveurs Madagascar, fournisseur de produits d'épicerie fine qualifiés bio qui sont là et qui embaument le studio. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors Fabrice, on commence avec toi. Oui. Vinosfera, Oui. d'où ça vient ce nom ? Alors Vinosfera, c'est 2 personnes qui ont créé cette cave il y a 6-7 ans dans le Marais et dont j'ai repris l'activité, mais aussi toujours avec les propriétaires qui ont créé Vinosfera. Donc Vinosfera, c'est Vinos, faire, c'est la sphère du vin. Il faut savoir que donc ça a un côté latin, à l'origine, il y a beaucoup de vins italiens qui étaient dans cette cave. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins, parce que j'ai repris la cave. Et tu n'aimes pas les vins italiens ? J'adore les vins italiens, mais on est en France et on a une multitude de régions et donc je mets en avant les vins français. J'ai gardé aussi des vins italiens, parce que c'est aussi l'identité de cette cave, mais quand même, j'axe, j'ai axé quand même sur les vins français. Après, j'ouvrirai. Peut-être, je sais pas. Tu te laisses la latitude. Oui, mais il y a déjà tellement de choses à faire sur le vin français. Il y a déjà tellement de vins à découvrir en France, parce que les gens connaissent mal les vins français. Ils tournent toujours autour des mêmes choses, en fait. Je me suis aperçu, mais déjà depuis longtemps, c'est que les gens consomment les mêmes choses. Parce que c'est une habitude. Qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui consomment tout le temps la même chose, qui ont peur de la découverte. La curiosité, c'est aussi un problème. Et à partir du moment où ils ont goûté, surtout dans le vin, pas dans la nourriture, mais à partir du moment où ils ont goûté un vin et qu'ils l'ont aimé, eh bien, ils achètent toujours le même. Et moi, il est hors de question que je sois comme une sorte de Thierry Ardisson où je m'habille pendant 40 ans de la même façon, que je mange toujours la même chose et que je boive toujours la même chose. Les plaisirs, ils sont multiples, il y en a partout. La France est un royaume et le plaisir, il y en a partout. Et vu qu'on est un pays de gastronomie, et avec plein d'identités culinaires partout sur le territoire, eh ben, il y a des vins qui correspondent à tout ça. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas être curieux. Combien de références dans la boutique ? À peu près 300. J'aimerais bien passer à 500, mais bon, pour ça, il faut de l'argent. Il faut des clients. Ouais. Et il faut sourcer. Enfin, après, je pense que les producteurs, il n'y a pas de problème. C'est pas un souci. Il y a des régions où c'est un peu plus un souci. C'est un peu plus un souci, comme la Bourgogne. Mais sinon, globalement, c'est pas un souci. Ok. Merci beaucoup, Merci. Fabrice. Alors, quand on est dans l'alcool, on continue. Vincent, est-ce que tu peux définir pour nos auditeurs ce qu'est un alambic et quel est le rôle d'une distillerie ? Et oui, parce qu'on boit, mais finalement, les coulisses, on ne les connaît pas tant que ça. Effectivement, je me rends compte qu'on connaît quasiment pas du tout les coulisses d'une distillerie. On ne sait pas forcément ce que c'est un alambic. Très souvent, quand je cite mon nom, l'Alambic Parisien, enfin le nom de la distillerie, on m'a dit, mais l'alambic, qu'est-ce que c'est ? Et alambic, comment vous écrivez alambic ? Déjà, on part de ça. Ah oui, on en est là, ok.
Je me suis même vu l'année dernière au salon, au Rhumfest, Port de Vincennes, où je rencontrais des passionnés de rhum, mais qui ne savaient pas forcément ce qu'était un rhum blanc et un rhum ambré. Ça m'étonne pas. Alors, c'est pas qu'ils ne savaient pas forcément, mais ils ne savaient pas forcément pourquoi un rhum était ambré et un rhum était blanc. Donc, il y a toute une démarche de pédagogie, d'explication qui est à faire. Et c'est effectivement passionnant et très intéressant. Alors, une distillerie, qu'est-ce que c'est ? C'est, en tout cas, pour la mienne, c'est une fabrique de spiritueux. Je crée des spiritueux, je fabrique des spiritueux. Mon parti pris, ma volonté, c'est vraiment de travailler des matières premières locales. Et quand je dis des matières premières locales, c'est des matières premières d'Île-de-France. Alors, je rejoins Fabrice par rapport à son discours où on est vraiment un pays de gastronomie. Moi, je voulais recentrer les choses sur l'Île-de-France en disant que l'Île-de-France, la moitié de son territoire est à vocation agricole. Et on l'oublie ou on ne le sait absolument pas. On est dans notre microcosme parisien et on oublie tout ça. Mais je reviens à la question parce que j'ai tendance un peu à m'échapper. On aime beaucoup les digressions dans cette émission. Création de spiritueux, ça passe forcément par l'alambic, bien que il faut quand même distinguer les spiritueux qui sont créés par macération. Et là, on n'a pas forcément besoin d'un alambic pour faire de la macération. Donc la macération, c'est on met les épices, les plantes dans de l'eau de vie, dans une base d'alcool. Et ensuite, c'est l'exemple, par exemple, où c'est le cas d'un pastis, c'est obtenu par macération. Moi, je distille. Enfin, je fais les deux, mais je distille également. Donc la distillation passe par l'alambic. L'alambic, qu'est-ce que c'est ? C'est quelques éléments, une grosse marmite qu'on appelle une cucurbite. Alors pour les habitués de la cuisine, la marmite, on voit très bien. Okay. Cucurbitacée, c'est comme une grosse courge. Pourquoi ? Parce que ça a la forme d'une courge pour les alambics les plus classiques. Surmonté d'un chapiteau, comme un couvercle. Si ce n'est que ce chapiteau, il a une forme un peu particulière, avec un trou, un tuyau qui est connecté, qu'on appelle le col de cygne, parce qu'il ressemble à un col de cygne, au cou d'un cygne. Et ce col de cygne, il bascule ensuite dans un gros réservoir d'eau qu'on appelle un condenseur ou refroidisseur, et qui permet de transformer les vapeurs d'alcool en liquide. Et on obtient un distillat, donc ce que l'on aura distillé. Je termine bientôt. Mais c'est intéressant. L'alambic, ensuite, c'est pas parce qu'on met un jus de pomme dans l'alambic qu'on va sortir un calvados en sortie d'alambic. Il faut absolument qu'on ait une base alcoolique dans l'alambic, donc quelque chose qui est fermenté, à minima. Si on prend le cas, par exemple, d'une eau de vie de poire, il faut que les poires aient fermenté préalablement. Donc la fermentation fait que on transforme le sucre du fruit en alcool, ça se fait de façon tout à fait naturelle. Et ensuite, ce mou va titrer quelques degrés d'alcool et l'alambic, lui, va permettre d'extraire les vapeurs d'alcool de la matière première. Si je prends un exemple très précis, sur un brassin, par exemple, alors brassin, brassin dit bière. Okay. Pour exemple, on va prendre une bière qui va titrer 5 à 6 degrés. Si je mets 400 litres de bière à 5 à 6 degrés, à l'issue de ma première passe, je vais récupérer une quarantaine de litres à une trentaine de degrés. Ah, oui. Ça donne le rendement. Et à l'issue de ma deuxième passe, je vais obtenir à peu près une vingtaine de litres à 75 degrés. Sur mes 400 litres initiaux. Donc le rendement n'est pas dingue. Mais en tout cas, voilà, j'espère que j'ai été clair dans... D'où le prix aussi. Ben oui. Quelque chose à dire. Oui, je lève le doigt, hein, vous ne le voyez pas, mais je lève le doigt. D'où le prix, on est aussi fortement taxé. Mais ça, c'est une petite... voilà. Oui, bien sûr que le travail est là. Oui, je sais, il y a des taxes. J'ai découvert ça aussi. Hein. J'ai découvert ça que moi, je pensais que j'achetais un produit, surtout dans les spiritueux, hein, pas dans le vin, hors taxe. Et après que je mettais la TVA. Non, j'ai découvert plein de petites plein de taxes. Et puis après, la TVA va sur les taxes. Oui, exactement. Ils sont forts. Eh oui, bon, on paye de la TVA sur les taxes. Ça fait partie de... Oui, ça fait partie tu voulais... Ah d'accord, ok. Mais non, mais de toute façon, j'allais partir sur vous. Donc, Claire et Houssen, donc vous avez été nommés, ça c'est classe, expert des produits gourmets de Madagascar par l'OMG, qui est donc l'Organisation mondiale de la gastronomie. Quel est ce rôle? Depuis quand? Votre engagement? Pourquoi? Alors bonjour à tous. Déjà Virginie, merci pour cette belle initiative. Merci à toi de nous avoir réunis. Alors l'OMG, c'est donc l'Organisation mondiale de la gastronomie. On a été nommé expert il y a presque maintenant 2 ans. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une association où en fait on réunit des experts, des passionnés dans le métier. Ça peut être des agriculteurs, des chefs, différents types de métiers dans le milieu de la gastronomie.
nous, qu'est-ce que l'OMG nous apporte? En fait, c'est quand même une crédibilité, un réseau derrière de gens passionnés. Et puis, alors Carole, qui aujourd'hui n'est pas là, mais c'est vrai qu'elle nous emmène vers le haut. Et derrière, il y a aussi... Carole Lebagousse, qui est la présidente de l'OMG. Tout à fait. Et alors, elle a aussi créé une entité, en fait, c'est les Étoiles Blanches, où elle veut aujourd'hui honorer des gens dans le domaine, comme les agriculteurs, tout ce qui est restauration collective, parce qu'effectivement, c'est sympa d'avoir un joli plat dans nos assiettes, mais derrière, il y a toute une chaîne, et je pense qu'il faut vraiment mettre en valeur, en fait, toutes ces personnes-là. Derrière, il y a énormément d'humains qui interviennent. Donc voilà, aujourd'hui, on intervient sur l'OMG, sur différents axes, et aussi un partage. Le plus important, c'est de partager notre savoir-faire. Exactement, très bien. Donc, votre savoir-faire se situe dans quoi? Alors, aujourd'hui, on est tous les deux avec Claire malgache. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, elle est puéricultrice de métier. Moi, je suis ingénieur en génie civil. Donc, c'était pas forcément notre domaine, mais aujourd'hui, en 5 ans, on a quand même réussi en fait à avoir des produits. Donc, tous nos produits viennent de Madagascar. On les certifie bio à 80% de la gamme. Ça a commencé en fait sur la vanille, donc une vanille qui vient d'une toute petite région qui s'appelle la région d'Alam-Girouf, où il y a énormément de girofliers, de poivriers, de bananiers. On sent déjà là, quand tu dis les mots, on sent. Effectivement, donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on a réussi justement à sortir du lot. Et de là, les chefs dans les palaces me disent, Houssen, vous êtes des gens calibrés, sérieux, et vous avez vraiment de belles valeurs. Nous, on en a marre en fait de retrouver souvent du raisin, de l'abricot, des pruneaux. Est-ce qu'on pourrait pas effectivement, alors c'est très bon, mais voilà, ils voudraient changer justement de fruits. Donc on nous a demandé de faire venir des fruits exotiques. Et on a lancé des fruits comme la petite banane fraisinette, la pitiki. Là devant moi, j'ai des litchis bio séchés. Il faudra que je goûte après. C'est ça. Litchi, physalis, lamelles de coco, mangue séchée. Et plus on avance, en fait, et plus la gamme se développe. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On ne serait-ce qu'avec une simple poudre aussi de cannelle ou de gingembre, on arrive aujourd'hui à étonner les grands chefs étoilés. Et comme je disais tout à l'heure, sinon ils n'ont pas le temps pour nous. Donc il faut vraiment arriver avec des produits premium. Les surprendre. Tout à fait. On a créé aujourd'hui un poivre aussi qui est salé et poivré. Donc voilà, il y a de belles choses. Attends, excuse-moi. Est-ce qu'on peut revenir sur cette idée de poivre salé et poivré? Ça m'interpelle. En fait, si tu veux, c'est un poivre en fait qui est saumuré. C'est le poivre vert, en fait. C'est un poivre jaune. Et pour le garder vert, il peut y avoir différentes préparations. Et celui-ci, en fait, il est frit dans de l'huile de coton et saumuré. Donc, c'est une préparation qui fait qu'il est salé. Mais c'est vrai que quand on le met en bouche, c'est assez surprenant. Bon, on l'a apporté justement pour que vous puissiez le goûter. On a au départ le côté salé qui arrive en bouche, et puis après il y a petit à petit le poivre qui se tapisse dans la bouche, et ça apporte vraiment une saveur. En tout cas, nous on adore voir la réaction des gens quand ils bon, alors je le fais en vrai. Allez, go. Est-ce qu'il a un nom, ce poivre? C'est le poivre vert frit. Voilà. Ah oui, d'accord. Tout simplement. Allez, dégustation pour tout le monde en live. Il est vraiment... Ah oui, du coup, il est mou. Mais il est mou, il est très tendre à croquer. Et après, petit à petit, ça se réveille. Mais voilà, on adore regarder le visage des gens quand ils le découvrent, parce qu'il est extra, vraiment extra. Comme il est tendre, c'est vrai qu'on peut le garder entier dans les préparations. Et en fait, il est hyper inspirant. Donc on a plein de chefs, ou même des particuliers qui nous disent, mais moi, je vois tout de suite avec quoi je pourrais le faire. Et est-ce que si on l'infuse, on perd quelque chose? Infusée dans une crème, tu vois, si on veut faire une sauce, non, du tout. On perd rien. Au contraire, elle va bien se diluer dans la préparation, dans la sauce. Et puis après, moi, j'aime bien garder les grains entiers parce que du coup, visuellement, ça fait joli aussi. Couper, justement, si ça pique, ça allez, on enchaîne. On c'est bon. Alors, le côté salé reste en fait. Puisqu'on pensait que le poivre allait Il y a même un côté capre. Il y a salé, capre et poivre. Pardon. Donc là, c'est le litchi. Ça, c'est le litchi. C'est bon. Donc en fait, là, l'idée pour les fruits, c'est que c'est vraiment des fruits mûrs qui sont déshydratés à basse température. Donc en fait, il n'y a pas de sucre ajouté. Et le colorant n'est pas de conservateur. Le réseau de distribution, c'est quoi, pardon? Vous le distribuez par quel... Alors, on travaille directement avec les chefs en direct, et après on a créé toute la gamme pour les particuliers et des sur épiceries Internet fines aussi. Ouais. Alors on a un site de vente en ligne, et après on a aussi tout le réseau de distribution d'épiceries fines qu'on développe petit à petit. En fait, Sabine, pour répondre aussi à ta question, pour apporter un plus dans ce que dit Claire, en fait au départ il faut se faire connaître. Pour se faire connaître, justement, on a besoin essentiellement de chefs de renommée qui déjà apprécient nos produits. Et suite à ça, en fait, du coup, Claire me dit, Houssen, écoute, moi j'aimerais bien me lancer dans un site internet.
J'ai dit, par contre, moi, la vente B2C, c'est pas trop fait pour moi. Par contre, si tu veux te lancer, vas-y. Et effectivement, on s'est rendu compte que en plein Covid, franchement, on a cartonné. C'était devenu... je comprenais plus rien. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'elle a démissionné, qu'elle m'a rejoint dans cet élan, parce qu'au départ, c'était mon petit bébé. Aujourd'hui, c'est devenu notre bébé à tous les deux. Et c'est vachement intéressant. En fait, on travaille en direct avec les chefs. On travaille aussi, on propose les mêmes produits aux particuliers. Alors, en fait, c'est la même qualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vanille, on n'en a qu'une. On perd peut-être des ventes sur différents sujets, mais aujourd'hui, voilà, on n'en a qu'un produit, que ce soit la poudre de baobab ou de moringa ou de cannelle ou d'autres. C'est les mêmes produits qu'on propose aujourd'hui à tout le monde. Maintenant, dans la distribution, on ne peut pas travailler avec tout le monde. Donc, il y a un choix à faire. Et au fur et à mesure qu'on avance, voilà, il y a aussi des partenaires qui viennent nous chercher. On établit aussi différentes stratégies de développement. Super, merci à vous deux. Alors, Sabine, justement, donc toi, tu es une gourmande, une gourmet, une gastronome. Et tu accompagnes, en tout cas, tu es missionnée par des villes. Donc là, on s'est rencontrés, nous, via Andrézy, mais pour justement accompagner les commerçants dans leur stratégie, dans leur développement. Comment ça fonctionne, en fait? Oui, alors moi, les coulisses. Je ne suis que amatrice de gastronomie, donc je ne crée rien, contrairement aux invités de ce jour. Mais tu es tout aussi essentielle. Alors, je ne crée rien, mais on y reviendra plus tard, certainement, sur le salon de la gastronomie. Bien sûr. Mais effectivement, mon rôle principal, c'est un métier qui est connu, mais on ne sait pas trop en quoi il consiste. Donc, c'est manager de commerce. Donc, moi, je suis détachée de la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles pour la ville d'Andrézy. Et donc, je suis amenée à créer de l'attractivité de la ville à travers les commerces et surtout faire en sorte que les commerces de proximité notamment, puissent contribuer à cette attractivité. Donc, j'ai pu accompagner pendant des moments très difficiles, notamment le Covid, les commerçants. Donc, il y a différents rôles. Il y a un rôle, effectivement, à l'installation du commerçant pour qu'il trouve son local, pour qu'il connaisse toutes les législations et les normes sécuritaires, etc., pour qu'il puisse s'installer. Il y a tout l'aspect aussi accompagnement à la communication, qui puisse se faire connaître. Donc là, le rôle de la communication, le rôle de l'accompagnement, le rôle de la ville aussi pour valoriser ses commerçants est très important. Donc, créer ce lien, justement, entre le commerçant et la ville. Créer aussi des événements pour que les commerçants puissent se retrouver et créer du lien entre eux à travers des événements. Donc, ça peut être le marché de Noël, il y a des événements comme la brocante, etc., où ils peuvent se retrouver et se faire connaître. Et j'ai également contribué à la création d'un réseau d'entrepreneurs, donc qui inclut à la fois les commerçants et les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs ou les entrepreneurs de la ville d'Andrézy, donc qui s'appelle Coup de pouce. Donc, à travers des thématiques, ce sont des thématiques qui sont à la fois des thématiques législatives, comme savoir comment naître en tant qu'entrepreneur, toutes les lois qui sont nécessaires à savoir, et également toutes les thématiques dans le quotidien. Donc, savoir gérer sa vie privée, sa vie professionnelle, communiquer à travers les réseaux, comment créer du lien, comment développer ses prospects, comment transformer les prospects en clients. J'ai eu l'honneur d'inviter d'ailleurs Virginie aussi. J'ai parlé de la communication. Voilà, donc savoir faire et faire savoir. Voilà, c'était le thème qui a eu beaucoup de succès. Donc, les pitchs, etc. Donc, leur permettre justement de trouver leur place dans ce monde un peu compliqué actuellement. Et puis, il y a tout un volet, effectivement, d'accompagnement aussi sur les dispositifs qui existent. Donc, les dispositifs nationaux, départementaux, régionaux, pour les aider justement à avoir des subventions, à se remettre en question aussi sur certaines thématiques, comme... Actuellement, c'est beaucoup le développement économique à travers l'énergie, tout ce qui est face au coût de l'énergie, etc. Donc, connaître toutes les astuces et les... Et alors là, concrètement, il y a des aides, parce que la dernière fois, j'ai reçu un boulanger. Enfin, je rigole, c'est pas drôle. Non. Mais bon, lui, c'est l'horreur, les boulangers. Tout à fait. Alors, il y a eu le bouclier fiscal, il y a eu pas mal d'aides, effectivement, mais à chaque fois, c'est très... faut rentrer vraiment dans toutes les normes et dans toutes les profils qui permettent de... Donc, effectivement, il faut expliquer tout ça et puis il faut les accompagner. Alors, tous les cas sont des cas de figure bien spécifiques.
Donc, ils ont besoin effectivement d'être accompagnés pour savoir s'ils rentrent effectivement dans les bonnes cases et s'ils peuvent bénéficier de ces aides. Alors, c'est vrai qu'à un certain moment, ils ont pu en bénéficier, mais je crois que la difficulté aujourd'hui, elle est toujours présente. Donc, tu vois, toi, tu es finalement une femme de l'ombre. Tu dis, je porte pas de projet. Tous ceux qui viennent dans le podcast, en général, ils ont leur identité, leur ambition professionnelle, leur passion. Mais finalement, on se rend compte que dans tous nos métiers, on a besoin aussi de gens comme ça. Donc, les mairies ont un rôle essentiel. L'économie locale a un rôle essentiel. Et parfois, ça peut être favorable et parfois défavorable. Parce que moi, j'entends plein de gens aussi qui disent, on n'est pas accompagné, la ville ne nous soutient pas, elle organise rien pour nous, alors que finalement, c'est le tissu. Et c'était une question aussi que je voulais te poser, c'était ça, comment alors notamment là, j'axe sur les métiers de bouche, mais c'est un vrai vecteur de cohésion. Absolument. Et de développement. Quand on dit qu'il y a un restaurant qui ferme, le café qui ferme, la boulangerie qui ferme, la boucherie qui ferme, finalement, c'est une âme qui disparaît. Donc, tu as un vrai rôle, en fait, finalement. Oui, absolument. Surtout que les commerçants se sentent seuls. Ils sont quand même face à eux-mêmes à longueur de journée et à devoir gérer à la fois l'aspect financier, l'aspect commercial, l'aspect clientèle. Donc, ils ont tous les rôles. Ils sont multicasquettes. Si on les accompagne pas, ils se morfondent un petit peu dans leur commerce. Et donc, d'où la nécessité, effectivement, de les réunir. Donc, ça peut être à travers une association de commerçants aussi. Donc, il faut la faire vivre, parce que c'est bien beau de créer une association, mais il faut quelqu'un à la tête. Il faut que des gens soient, effectivement, volontaires pour proposer des idées, pour créer des événements, pour créer des événements. L'association, l'intérêt, c'est que la ville peut aussi accompagner ces associations et leur donner des subventions pour, justement, leur permettre de créer cette attractivité dont je parlais tout à l'heure et de se faire valoir auprès de la population. Donc, la création, ça passe par la création d'une association qui est primordiale, mais aussi avoir le temps de s'en occuper. Parce que le commerçant, il est quand même finalement pieds et mains liés derrière son commerce toute la journée. Donc, avoir le temps, en plus de s'occuper de sa vie professionnelle, sa vie privée et de l'association, des fois, c'est très épuisant pour eux. Donc, c'est pas toujours facile. C'est vrai qu'il y en a qui baissent les bras, c'est vrai qu'il y en a qui se découragent. T'as assisté à des fermetures ? Oui, j'ai assisté à des fermetures. Ouais. Ça, c'est dur. Oui, c'est dur, parce qu'on a tout donné, on a tout fait, et puis au final, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus l'énergie pour se battre, pour rebondir. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que c'est un coup dur. Mais quelque part, le fait de les accompagner, le fait de leur donner tous les moyens que j'ai, ou que la ville, elle a effectivement... J'ai quand même le sentiment que ma mission, elle était accomplie et qu'après, c'est plus effectivement une question de personnalité, une question de contexte qui fait qu'à un moment donné, on ne peut pas aller plus loin dans l'aide qu'on peut apporter. Et après, heureusement, il y a toujours des nouveaux commerçants qui ont toujours ce renouveau et qui apportent cette énergie, cet enthousiasme et on les raccompagne. Donc, c'est un éternel recommencement, quoi. Super. Merci beaucoup, Sabine. Très Merci. Intéressant. Oui, je voudrais dire qu'effectivement, c'est vraiment pas un rôle que vous avez à minimiser parce que vous êtes vraiment des facilitateurs, quoi. Voilà. Vous êtes pour nous... Prends ces cadeaux aujourd'hui. Non, mais vraiment, je prends mon cas personnel. Heureusement qu'il y a des personnes comme vous qui sont là pour mettre de l'huile, excusez-moi, l'expression n'est peut-être pas très jolie, mais mettre de l'huile dans les engrenages, dans les rouages pour faciliter tout ça. Parce que c'est quand même, comme vous le disiez, on est face à nous-mêmes. Et c'est pas toujours évident. Merci pour cette précision. Et c'est vrai que moi, je suis très enthousiaste aussi à pouvoir les accompagner. Quelque part, j'y trouve aussi du plaisir. Donc, c'est donnant-donnant, comme on l'avait évoqué en début de cette émission, effectivement. Quand on donne, on reçoit. Et voilà. Donc, c'est des échanges qui sont toujours très, très passionnants et qui m'apportent aussi beaucoup dans mon développement personnel. Houssen, tu voulais dire quelque chose ? En fait, c'est justement pour rajouter... Alors, nous, on est actuellement des Gabinéens. Nous étions en fait Notiens à l'époque. Et juste, en fait, pour vous dire qu'aujourd'hui, nous, on a commencé à faire les marchés de Noël. Vous parlez des marchés tout à l'heure. Moi, c'est Guillaume de Chevigny, un maire adjoint à la ville de Neuilly-sur-Marne, qui me contacte sur LinkedIn et me dit « Houssen, tes produits sont excellents, tu veux pas participer au marché de Noël ?» Et moi, j'y croyais pas. Je me suis dit « Mais attends, mais c'est une logistique qui est assez intense. » Et finalement, aujourd'hui, ça nous a emmenés vers le haut. Et franchement, on a représenté Madagascar au village international de la gastronomie au pied de la Tour Eiffel. Et en fait, ça a commencé de là, à Neuilly-sur-Marne. Le maire aussi, Zartost, qui nous a aussi fait confiance. Et derrière, en fait, on a toutes les villes qui nous contactent, Chelles, Villemomble. Les villes alentours de là où on est maintenant, c'est vrai qu'on
on voit petit à petit que ça nous a apporté une visibilité, une crédibilité aussi, parce que du coup, ils nous ont vus, ils ont vu notre stand, ils ont vu la réaction du public par rapport à nos produits, ça parle. Et c'est vrai que c'est, comme tu dis, quand on prend le recul, c'est parti d'un marché de Noël dans notre ville, en fait. Nous, ça nous paraissait un challenge assez gros, parce qu'aujourd'hui, on se dit, bon, ça y est. On est passé à autre chose. Enfin, ouais, voilà, c'est ça, maintenant, c'est acté, on nous demande d'en faire un, c'est bon, on est entre guillemets rodé. Mais le premier, c'était un gros challenge pour nous, parce que voilà, comme tu l'avais dit au début, on ne sait pas du tout nos cœurs de métier, donc il faut vraiment... sortir de sa zone de confort. Exactement, sortir de sa zone de confort et puis se faire confiance, avancer. Et c'est comme, justement, c'est des profils comme le vôtre, Sabine, qui fait qu'aujourd'hui, on peut aussi avancer. Donc ça aide. Donc du coup, en fait, la femme de l'ombre, effectivement, c'est le cas. Ça me plaît bien, femme de l'ombre. Je prends. Bravo. Et Fabrice, du coup, alors toi, tu es dans Paris. Enfin, ta cave est dans Paris. Oui. Donc tu as au premier étage, au rez-de-chaussée, plein de bouteilles, de jolies bouteilles. Et qu'est-ce qu'il y a sous l'escalier? Alors, sous l'escalier, il y a ce qui fait que cette cave, elle est particulière, parce qu'il y a une cave voûtée du 14 ou du 15e siècle, je ne sais pas trop. Ils disent du 14. Mais voilà, ça fait tout le charme de cette cave. Les gens, quand ils découvrent ça, surtout les touristes, parce que les touristes dans ce quartier sont surtout anglo-saxons. Donc eux, ils ont l'impression de voyager dans l'histoire. Ils ont l'impression de revenir au temps de Charles IX. Et donc ils disent, mais c'est pas possible ce pays. Mais si, c'est possible, c'est la France. Et donc cette cave, elle est fantastique. C'est très agréable d'y être. C'est très agréable de passer un moment et de boire un verre dans cette cave. Un ou deux ou trois. Ouais, bien sûr. On est français, il faut se laisser aussi aller. Et donc les gens, ils apprécient vraiment cet endroit qui est... où l'ambiance est feutrée, agréable, et ça participe aussi à l'accueil. Enfin, moi aussi, je participe à l'accueil avec les conseils et puis les vins qui sont proposés. Donc tu la privatises, cette cave? Oui. Alors, je la privatise quand j'ai des clients qui veulent la privatiser rien que pour eux. Sinon, la cave voûtée est ouverte aux gens qui veulent y accéder. Bien sûr, elle est ouverte lorsqu'on est deux, parce que moi, je ne peux pas l'ouvrir quand je suis tout seul, parce que je ne peux pas être en haut et en bas. Donc, il faut que je m'occupe aussi des clients, que j'aille les voir, et je ne peux pas laisser la cave... Donc, par exemple, on peut, parce que moi, j'y suis allée plusieurs fois, on a fait 2 événements ensemble là-bas, on peut très bien demander un verre de vin et aller le boire en bas. C'est possible, ça? Alors, chez nous, on ne peut pas boire du vin. Il faut absolument, parce que j'ai la... Oui, quand tu fais les planches. Oui, voilà. C'est parce que j'ai la licence grande restauration, donc je suis obligé de servir une planche, quelque chose à manger, pour servir un verre de vin. Oh, on est obligé de manger de la charcuterie, du fromage. Ouais, ou un croque-monsieur maison. Croque-monsieur maison. Ouais, ou 2-3 tapas maison. Aussi. Ouais. Et donc, oui, pour servir du vin, il faudra avoir la licence 3. Et pour l'instant, non, on ne le fait pas. On le fera peut-être avec le temps. L'Anca du Midi. Oui, peut-être qu'on le fera dans l'avenir. Mais c'est vrai que de toute façon, pour revenir à cette cave voûtée, c'est un endroit absolument fantastique. Ouais. J'imagine passer un anniversaire avec des amis. C'est surprenant. On se sent super bien. Puis je vous invite à quelle adresse alors? À y venir. Donc je suis situé au 11 rue François Miron. C'est entre Hôtel de Ville et le métro Saint-Paul. Sur la ligne 1. Et oui, je vous montrerai les photos. Là, et je suis juste en face de chez moi. Il y a un magasin qui vend des produits, des céréales, des épices, qui est très connu dans Paris. Et les chefs... Ça s'appelle comment? Israël. Ah, je connais. Et donc, des chefs, les grands chefs viennent dans cet endroit parce qu'il y a des choses tout à fait surprenantes. Merci beaucoup. Merci. Il veut nos fruits séchés, justement. Ah ouais? Il y a Rida qui était passé les voir. Incroyable. Oui, vous, pareil, des grosses connexions qui se font comme ça, de manière assez évidente. Alors, Vincent, donc tu parlais que tu souhaitais mettre en valeur le patrimoine agricole de l'Île-de-France. Est-ce que tu peux nous expliquer justement... concrètement, pragmatiquement, nous donne des exemples, le lien entre plantes, agriculture urbaine et alcool. Alors, le lien, je dirais que très humblement, c'est moi qui le fais quelque part, parce que, que ce soit une plante d'Île-de-France ou une plante qui pousse dans le Vercors. Oui, c'est toi dans ta cohérence, Exactement. Non, ce qui me tenait vraiment à cœur, c'était de mettre en valeur les producteurs mes voisins. Voilà. Je me serais installé en Haute-Marne, dans la Creuse, en Bretagne ou dans le Vercors, j'aurais fait de la même façon. Et là, je me suis dit, tiens, à Paris, non seulement
il y a une véritable ébullition sur le plan de la consommation, mais il se passe vraiment beaucoup de choses sur le plan agricole, et là ça dépasse complètement la notion de spiritueux, mais pour ne rester que dans le cadre des spiritueux, ça passe déjà par l'orge, parce que j'ai la volonté de faire du whisky, je me suis installé il y a 1 an et demi, ma volonté c'est de faire du whisky, donc pour mémoire, le whisky c'est minimum 3 années de vieillissement en fût, donc il me faut encore un peu de temps, mais j'ai quand même déjà lancé la production. Donc l'orge, cette orge que j'utilise, elle est cultivée à Louvres dans le Val d'Oise, et on reste dans le périmètre d'Île-de-France. Je produis une eau-de-vie de poire, ce sont des poires Williams qui sont récoltées à Panfou en Seine-et-Marne. J'ai un couple d'arboriculteurs qui est d'ailleurs fabuleux, qui me fournissent. Et ça passe aussi par des productions. Alors, je fais une liqueur de tomates. Liqueur de tomates. Une liqueur de tomates, voilà. Les tomates sont produites dans le Val d'Oise également, chez les enfants du maraîcher. Et je ne fais que des rencontres, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de passion, etc. Je ne fais que des rencontres avec des producteurs qui sont passionnés et passionnants. Donc, il y a une vraie émulation dans tout ça. Donc, alors, bon, certes, oui, je serais ailleurs, je travaillerais peut-être avec des producteurs d'ailleurs, ce serait tout aussi passionnant, mais là, je vais directement chez le producteur, un petit peu comme un chef de cuisine, enfin un cuisinier ou un pâtissier, c'est ni plus ni moins que ça. Donc moi j'y trouve complètement mon bonheur. Alors des fois quand on me dit mais quand est-ce que vous allez faire du rhum, tant qu'on n'a pas de canne à sucre en Île-de-France, je ne ferai pas de rhum. Mais peut-être qu'avec tous les chamboulements climatiques, on y arrivera. Mais pour le moment non. Mais je veux dire par là, voilà, on a vraiment une véritable richesse sur le plan agricole dans la région. Une vraie... je constate aussi, à travers depuis que je travaille sur le projet, je rencontre aussi beaucoup de jeunes qui ont repris des maraîchages qui étaient en déshérence. Maraîchage, des cultures, des vergers. Parfois aussi, c'est des transmissions d'exploitation agricole, où il y a une passation entre les parents et les enfants, et je vois bien que on tend à travailler autrement. On n'est plus on n'est plus en tout cas forcément dans le monoculture. On travaille la terre peut-être un peu plus intelligemment ou avec un peu plus d'attention, sans forcément penser tout de suite à du bio et puis faire un matraquage absolu là-dessus. Non, on travaille différemment. Mais en tout cas, avec des jeunes qui sont passionnés, je reprends l'exemple des enfants du maraîcher. Donc là, c'est la famille Proie. Le papa est encore à la tête de l'exploitation, mais passe la main petit à petit à ses enfants. Et c'est fait vraiment très intelligemment. Et puis, on sent qu'il y a la volonté de passer la main avec le respect du travail, mais aussi avec la notion du fait le fait qu'on est en 2023, et puis on n'est plus forcément avec les méthodes de travail d'il y a 30, 40, 50 ans. S'adapter. S'adapter. Et, je rebondis aussi sur les fermes urbaines parisiennes, où là, c'est un peu une particularité. Je sais que quand j'en parlais, quand je me formais à la distillation depuis déjà un moment, mais ces dernières années où je disais, tiens, je vais travailler avec les fermes urbaines parisiennes, et quand je me retrouvais avec d'autres confrères, que ce soit du côté de l'Hérault et autres, on me regardait avec des yeux, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, lui, avec les fermes urbaines parisiennes? C'était complètement, c'était l'étiquette du bobo dans toute sa splendeur. Mais là aussi, ça a du sens. Parce que quand j'en parle à mes clients, qui sont aussi très parisiens pour la grande majorité. Les clients adorent. Les clients adorent. Vous leur dites, tiens, la verveine citronnelle, elle a été cultivée, récoltée sur le toit de l'Opéra Bastille. Il y a un supplément d'âme. Il y a un vrai supplément d'âme. Je fais la récolte par moi-même. Alors, je dis beaucoup je, parce que je travaille seul, donc forcément, je fais beaucoup les choses. Mais je travaille avec vraiment les exploitants. Et c'est pareil, il n'y a pas d'esbrouf dans ces exploitations agricoles qui sont des toutes petites exploitations, mais il se passe plein de choses. On y travaille très très bien, plein de variétés, parce qu'on ne va pas se dire, tiens, on va faire qu'une menthe, la menthe marocaine par exemple. Maintenant, il y a la menthe pamplemousse, il y a la menthe citron. Alors, tu m'emmènes quand là-bas? Parce que moi, je veux venir. Alors, là, on rentre sur l'automne-l'hiver. C'est plus trop terrible, c'est plus très joli, mais au printemps prochain. Ah ouais, avec grand plaisir. Alors, juste, moi, quand j'ai travaillé sur ton parcours, j'ai noté que tu as créé pour le Brac, donc il y a un très joli restaurant dans le 16e, un cocktail Green Mary, donc déclinaison du Bloody Mary, où la liqueur de tomate est mise en valeur avec un sirop de pesto maison et une vodka infusée à l'olive.
Oui, alors. J'ai fait waouh. Je te corrige un petit peu. Alors, ça, c'était dans l'article. Oui. Non, alors, c'est pas moi qui ai créé le cocktail. Non, j'ai créé la liqueur de tomate. Oui, mais du coup, elle a été utilisée. Mais c'est vrai qu'elle a été utilisée. Et là aussi, ce qui est génial, je trouve, c'est encore une fois cette émulation. On part du producteur qui est amoureux de ses produits. Moi, je passe derrière pour mettre en valeur un peu plus ses produits. Et puis, ça se termine au Brac, pour ne parler que du Brac, dans le 16e. Et là, c'est Jérémy, avec son équipe au bar, qui met encore un peu plus la tomate qui est produite dans le Val d'Oise. Et effectivement, c'est génial. Et il y a même le chef du Brac qui intervient dans l'histoire, puisque c'est lui qui fait le sirop de pesto. Et c'est génial. Voilà. Ouais, c'est une multitude mais c'est un écosystème. Et c'est ça qui fait que c'est tellement fécond, en fait. D'intelligence et de créativité. Exactement. Et c'est vrai qu'alors, moi, j'ai voulu me lancer dans la distillation c'est le whisky particulièrement qui me passionne, mais j'ai fait aussi ces liqueurs parce que voilà, il y a aussi une multitude. C'est comme la cuisine finalement, il y a plein de possibilités. Oui. Et le terroir est riche. Hein. Oui, complètement. Enfin, en Île-de-France, c'est très céréalier, donc je comprends que tu te retournes ou orientes sur le whisky. Mais imaginons que tu sois dans le sud de la France. Tu ferais d'autres alcools. Complètement. Ah oui, complètement. Du gin, des choses comme ça, ou des alcools de fruits. Oui, tout à fait. Non, complètement. Ça donne faim et soif. Faim/soif. On compte sur toi pour nous faire quelque chose à manger. Tu peux compter sur moi. Voilà, je suis venue tu peux compter sur moi pour vous accueillir dans la cave voûtée et vous servir des vins. Et j'ai quelques spiritueux aussi. Il y aurait de quoi faire quelque chose. Ouais, carrément. Moi, j'ai une petite question. Pour l'élaboration des recettes, vu que tu travailles tout seul, c'est toi qui les goûtes ou comment ça se passe pour les liqueurs, par exemple, pour les Elle va être la tester, testeur. etc. Tu as tout compris. Oui, Elle alors, se place. je crois que je travaille finalement comme un cuisinier à pâtissier. Je viens de ce monde-là, donc je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes. Souvent, on me dit, mais comment vous faites pour les réglages? Alors, les réglages, vous savez, c'est le titrage ensuite en alcool. 45 degrés, 30 degrés, pourquoi ça, c'est à 25 et pas 40, etc. Je travaille comme finalement un cuisinier, c'est-à-dire que je prends différents verres et je me dis, tiens, à quel moment, à quel titrage d'alcool, les saveurs sont là. Ok, super. Comme un assembleur, Tout à fait. par exemple en Champagne. Oui, c'est où ils exactement. utilisent plein de flacons et puis ils font des tests pour voir où est l'équilibre. Mais c'est très étonnant, pardon, je ne veux pas mobiliser la parole. Arrête de dire pardon, Vincent. Mais, je l'ai dit plusieurs fois. Oui, tu l'as dit plusieurs fois. On adore t'écouter. Oui, au bout de 5 pardons, c'est fini. Bon, tu me mets dehors. Je prends l'exemple de la fleur de sureau. La fleur de sureau, c'est effectivement, au-delà de 30 degrés d'alcool, elle disparaît. C'est une fleur qui est très délicate. Et je tiltais tout à l'heure quand on a dégusté le litchi. Je me suis dit, tiens, il y a un truc à faire avec la liqueur de fleur de sureau parce qu'il y a pas mal de similitudes en saveur. Et voilà, il faut la faire titrer plus bas. Et voilà, c'est tout un travail d'élaboration. Et de création et de concentration. Oui, aussi. Mais du coup, Vincent, en fait, il y a un besoin on vient vous chercher pour justement un besoin particulier, ou si vous, en fonction de vos recettes, comment ça se passe en fait? Par exemple, la liqueur de tomate. C'est improbable. Par exemple, exactement. C'est une demande ou c'est toi? Tout à fait. Je crois que c'est plus moi qu'une demande. Puis ensuite, c'est moi qui tends les perches et qui va à la pêche. Voilà. Mais bon, la tomate, j'en avais fait pas une énorme production l'année dernière parce que je me suis dit, je suis peut-être en solo dans mon trip complètement dingo. Et finalement, en très 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 peu de temps, elle a été... on s'est jeté dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, donc on appelle tous ceux qui travaillent dans les bars des mixologues. Donc c'est le monde de la mixologie, c'est un peu comme la cuisine au niveau du bar. Finalement, on fait plein de cocktails. Il y a plein de possibilités d'accords. Et je savais que la tomate, voilà, il y avait quelque chose à faire avec cette liqueur de tomate. Alors évidemment, c'est réfléchi. C'est encore une fois humblement, je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que je n'ai pas inventé non plus la liqueur de tomate, mais il faut être extrêmement vigilant par rapport au sourcing. Si je vous parle de l'Île-de-France, c'est pas parce que j'ai trouvé un producteur que ça y est, on y va. Non, avant de trouver le bon producteur, il faut aussi, il y a tout un travail. Marie Proy, qui m'accompagne sur les tomates, c'est une variété de tomates en particulier, une récolte à maturité pour dire de faire. Et là, c'est son expertise qui intervient pour se complémentariser avec toi. Oui, complètement.
Super. Alors Vincent, est-ce que sortir de la zone Île-de-France, par exemple, la poudre de baobab, est-ce que ça vous tenterait? Ah là, il y a des choses qui se créent là. Oui, alors oui. On parlait de la canne à sucre tout à l'heure, mais le baobab non plus, il n'y en a pas. Parce que le seul produit sur lequel je m'autorise à quitter l'Île-de-France, c'est le gin. Et le gin, pourtant, sur le papier, j'avais tout trouvé en Île-de-France. Pour l'anecdote, les baies de genévrier, j'en avais trouvé en forêt de Fontainebleau. Je m'y étais d'ailleurs perdu. Et pourtant, je suis souvent à la campagne, mais bon, au milieu des fougères, je suis complètement mon pauvre garçon. Mais bon, forêt de Fontainebleau, zone protégée, et je conçois un gin agrumes, ce qui me fait d'ailleurs dire que c'est là le lien avec notre agrumiste, Laurent. Voilà. Passionnant. Incroyable. Une mine d'or, cet agrumiste. Mais bon. Et donc, là aussi, les agrumes, je m'étais dit, tiens, je vais pouvoir travailler avec l'orangerie de Versailles, ou l'orangerie du Sénat, ou encore Jardin de Bagatelle. Bon, il faut savoir que l'alcool, ça fait peur, en termes d'image, etc. Bon, moi, je défends pas la pochetronnerie, excusez-moi de l'expression. Au contraire, je défends vraiment, encore une fois, le patrimoine, l'art de vivre à la française. Si on a encore des choses à défendre, ça en fait vraiment partie. Mais quand je sens les poivres, les baies, oui, il y a un truc à faire. Alors justement, le lien, je voulais, alors avant de terminer la première partie de l'émission, je voulais que vous me donniez, s'il vous plaît, 2 recettes phares de Madagascar. Alors 2 recettes, je vais commencer par le roumazave. En fait, c'est un bouillon en fait, qui est fait avec des braies de mafane. Et, c'est quoi? Alors, c'est un bourgeon qui pétille en bouche. Ça anesthésie aussi un petit peu la bouche. C'est quelque chose qui est consommé tout le temps. C'est le plat. Les braies de mafane, en fait, ce sont des feuilles. D'apparence, je dirais que ça ressemble peut-être un peu à des feuilles d'épinards. Voilà, c'est bouilli dans de l'eau. Et les fleurs, justement, c'est des petites fleurs jaunes, toutes renfermées comme ça. Et c'est ça qui donne justement ce côté un peu pétillant en bouche. Et c'est le plat, voilà, un peu quotidien des Malgaches, mais qui est vraiment, qu'on apprécie énormément. Donc pas de viande? Alors, ça peut être fait avec de la viande. La plupart du temps, à Madagascar, qui reste un pays quand même très pauvre, la viande coûte cher, forcément. Donc, ils mangent souvent ça uniquement, les feuilles et les fleurs. Mais c'est un plat qui reste typique de Madagascar. Roumazave. Le plat, c'est le roumazave, qui est fait à base de braies de mafane. Okay. Et ça se mange avec du riz. D'accord. Voilà. Et un deuxième? Et alors, un deuxième, c'est le raftout. Donc, ce sont des feuilles de manioc pilées qu'on vient donc mélanger avec en fait du gingembre. C'est épicé et en fait c'est vraiment fait en forme de sauce. On peut rajouter du lait de coco dedans pour apporter un côté crémeux. Et pareil, ça peut se faire avec viande ou sans viande. En général, c'est plutôt avec de la viande et ça se mange également avec du riz. Donc ça, c'est 2 plats vraiment, on va dire, incontournables si on va à Madagascar. D'accord. Alors, je terminerai juste avec Sabine. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce qu'on a co-organisé ensemble plusieurs fois? Oui, donc tu as parlé... vaut le détour, évidemment. Tu as parlé du salon Vin et Gourmet. Oui, madame. Oui. Donc c'est un salon qui existe à Andrézy depuis 20 ans. D'ailleurs, ils fêtent leur 20e édition là, au mois de novembre. Le 18 et le 19 novembre. Absolument. C'est un salon qui a été, comme je dis souvent, dépoussiéré en 2019, parce que moi je suis arrivée en 2018. Donc j'ai fait ce salon qui a été préparé par une personne précédente, mais qui était tristouné. Il était tristouné, et puis même les producteurs étaient tristounes, en fait. Voilà. Donc, on a voulu apporter déjà un nouveau nom il s'appelle Salon Vin et Gourmet. Donc, vraiment orienté vers la gastronomie, vers le côté plaisir du vin et le plaisir de l'alimentaire. Et en fait, il réunit que des producteurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas de personnes qui sont au bout de la chaîne. C'est vraiment des gens qui sont susceptibles de parler de leurs produits. Enfin, transformation de produits aussi, bien sûr. Mais donc, ça permet aussi d'avoir des gens authentiques derrière les stands. Donc, il y a une trentaine de producteurs et qui savent parler de leurs produits. Et c'est ça qui plaît beaucoup et qui permet justement d'apporter le petit plus par rapport au salon ou par rapport à d'autres manifestations qu'il peut y avoir. Donc, il y a grosso modo moitié producteurs de vin de toute la France et moitié producteurs de produits alimentaires. Donc, il y a beaucoup de producteurs locaux. Oui. Il y a des escargots, du miel. Il y a du miel, il y a des épices. Alors, on a un fabricant d'épices. Alors, représentant d'épices, pour le coup, c'est pas un fabricant. Il s'appelle Hubert Maheu. Je ne sais pas si vous connaissez.
Voilà, qui a un grand étal, donc c'est très joli à voir déjà, rien que visuellement, les couleurs, c'est magnifique. Les odeurs, du coup. Absolument. Il y a un producteur de foie gras. Et là, cette année, il y aura un producteur de truffes, il y aura une personne qui transforme justement, qui fait tout ce qui est pâté, confiture, mais avec des saveurs un peu exceptionnelles. Et autour de ça, donc, on a, avec Virginie, créé des animations, justement pour valoriser toute la gastronomie autour de ces saveurs. Donc on l'a fait sous différentes formes. On l'a fait sous des formes d'ateliers culinaires où on utilisait les produits du salon, justement pour aussi permettre aux producteurs de valoriser leurs produits. On l'a fait autour des ateliers aussi avec des questionnaires, avec des jeux concours, avec... voilà, on a cherché les informations auprès des stands sur combien de production, combien d'hectares, etc. pour aller interroger les gens. Plus de pédagogie aussi autour de ça, donc que les personnes aussi savent exactement de quoi, ce qu'elles dégustent, pourquoi elles le dégustent, d'où ça vient, donc tout l'historique autour de la gastronomie. Et aussi faire venir donc les familles avec les enfants, donc aussi avec des animations destinées aux enfants, donc des vélos à smoothies, des tours un pressoir à cidre et des tours du salon aussi avec un petit cheval, avec des charrettes, avec tout l'aspect aussi authentique de la ferme qu'on souhaite valoriser aussi. Voilà, grosso modo. Voilà. Et cette année, on fait un accord Mézin. Ah, cette année, effectivement. Donc cette année, pour la 20e édition, on a créé une animation autour de l'accord Mets et Vin, donc avec Vinomisa, qui est donc Johanna Boiteux et Virginie Legrand, qui va donc permettre autour donc d'une entrée, oui, alors il y a une thématique et puis il y a une entrée, plat et dessert, et montrer un petit peu les accords et les désaccords par rapport à ces plats-là. Pourquoi ce vin-là va fonctionner, pourquoi pas un autre vin. Donc il y a aussi tout l'aspect pédagogique et l'aspect gustatif qui est important et qui va permettre, donc c'est un atelier gratuit, il faut le préciser aussi, parce que très souvent, faut s'inscrire, etc. Mais là, les gens peuvent venir et déguster. Donc c'est un atelier de 6 personnes, maximum, pour vraiment pouvoir déguster et apprécier ces accords et ces désaccords qu'il peut y avoir autour de l'alimentaire et du vin et des accompagnements qui peuvent fonctionner. Et les gens adorent. En général, c'est vrai, c'est 2 jours où ça fait vraiment une communauté, en fait, à la fois de gens qui adorent manger ou de gens qui adorent produire, et c'est un petit peu ce qu'on reproduit là. C'est-à-dire, alors à titre personnel, moi je suis toujours les 2 jours sur le salon, et c'est vrai que c'est très difficile parce qu'en général c'est échange verrine créé par Virginie contre un verre de vin, contre une tartine de foie gras, contre... Donc c'est toujours ça. Tout à fait. Il y a une très bonne ambiance. Ouais, il y a une très bonne ambiance parce qu'on sait que c'est énormément de travail, donc il y a en fait cette question de respect aussi, énorme. Parce que oui, on aime bien boire, on aime bien manger, on aime bien rigoler, on a l'impression que c'est léger et c'est insouciant, mais tu le dis aussi, il y a quand même énormément de boulot derrière. Donc les gens aussi respectent et valorisent cette idée de savoir-faire et d'engagement en termes de temps et d'énergie aussi beaucoup. Oui, on essaie de les accueillir vraiment le mieux possible parce que c'est aussi eux qui contribuent à cette attractivité. C'est en période juste avant Noël, donc ça permet aussi à la population effectivement de découvrir des produits, de dire tiens, j'ai découvert c'est sur 2 jours, j'ai découvert le samedi, j'ai découvert, j'ai aimé, je vais en acheter, je vais faire mes cadeaux de Noël effectivement. Ceci dit, il y a toujours le marché de Noël aussi à Andrézy, donc c'est pas l'un ou l'autre. Donc il y a différentes manières de se faire plaisir à Noël. Donc rendez-vous le 18 et le 19 novembre. Absolument. Andrézy. Donc c'est du matin à 10h et jusqu'à 18h30, 19h le soir. Ok. Alors, première partie finie. Deuxième partie, vous prenez 4 tickets. Je commence. Oui, chacun prend 4. C'est Fort Boyard avec des scorpions. C'est dommage parce qu'on n'a pas eu l'image. Moi, je suis prévenue, c'est bien. Je les garde pas, c'est ça ? Ouais, tu fais tourner, comme ça tout le monde prend ses 4. Vincent, tu commenceras, tu peux lire et tu réponds. Je vous fais goûter. Oh oui, alors qu'est-ce qu'on goûte là ? Ça, c'est quoi ? C'est de la banane séchée au soleil. Banane fraîche. Merci. Oh oui, ça c'est quand même bon. Bon, quand est-ce qu'on fera le post à Madagascar? Podcast. Répète après moi, Sabine. Podcast. Alors, bah oui, mais ils n'ont pas eu. Vous n'avez pas eu vos petits tickets? Non, on n'a pas eu. Ouais, Sabine, tu donnes pas les tickets aux co-invités. Alors, Vincent, je t'écoute. Les 4 à la suite. C'est dur. C'est dur. Oui, je sais. Alors, souvent, les gens facilement disent les 2. Tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de réponse type. Mais oui, tu as tous les droits. Alors, chocolat blanc ou chocolat noir? Chocolat noir. Ok.
Amaretto ou Grand Marnier. Je ne suis pas très amateur. Ni l'un ni l'autre, bah, tu as le droit. Alors, quelle serait ta liqueur Je suis plus eau de vie. Eau de vie de poire. Ok, Allez. ça Même marche. si je vous ai parlé de whisky tout à l'heure. Olive verte ou olive noire? Olive verte. Ok. Vin blanc ou vin rouge? Vin rouge. Sabine. Alors, béarnaise ou mayonnaise? Béarnaise. Cuisine asiatique ou méditerranéenne? Méditerranéenne. Langoustine ou gambas? C'est un peu difficile quand même. Donc, je peux dire les deux. Éclair ou tartelette? Tartelette. Ah, je pensais que tu allais dire les deux. D'accord. Wissem. Alors du coup, pomme ou poire? Pomme. Et Bordelais, Bourgogne ou Alsace, je dirais les trois. Très bien, ok. Alors, Paris-Brest ou Saint-Honoré? Moi, je suis plutôt Paris-Brest. Et fraise ou framboise? J'aime bien les deux. Voilà. Très bien. Fabrice. Alors, gourmet ou gourmand? En premier, gourmand. Et à force d'être gourmand, bah, on devient plus sélectif et donc je deviens gourmet. Citron vert ou jaune? Le jaune. Mais j'aime bien aussi le vert pour la mixologie puis son peps. C'est différent. Le boudin blanc ou noir? Pour moi, il n'y a pas photo. C'est le noir. Parce que je préfère sa structure et puis je trouve qu'on peut plus le marier avec d'autres choses. Terrine ou rillette? Sincèrement, je préfère la terrine. C'est moins haché. Et là, il y a plus de structure. Voilà. Ok, merci beaucoup. Deuxième question. Quel est le plat régional auquel vous ne pouvez pas résister? Moi, je dirais le cassoulet pour ma part. Parce que j'aime bien ce côté confit, passé au four, légèrement toasté, caramélisé. Puis j'imagine le gras, le salé et le vin qui va derrière. Alors, il est Et la bonne 11h15, ambiance. on a faim, là. Oui, mais il n'y a pas d'heure. Oh, bah non, il n'y a pas d'heure. Même à 15h ou à 17h, je peux entamer un cassoulet. C'est clair. Le cassoulet, très bien. Une autre idée. Vincent? Alors moi, j'hésite entre le pot-au-feu, la blanquette et puis le bœuf bourguignon. Ça fait 3. Ça fait 3. Mais On sent le gourmand quand même. Hein. Mais je crois que je dirais un bon bœuf bourguignon avec de la joue de bœuf. Et puis tu mets les petits oignons, Les les petits lardons, les champignons, enfin tout ce qui va bien. Alors, j'en profite. Le vin avec? Bah, je resterai en Bourgogne. Pour la marinade, non. La marinade, on a tendance à penser à un bœuf bourguignon, il faut un vin de Bourgogne pour la marinade. Non, je pense qu'il vaut mieux aller sur un vin qui a beaucoup plus de caractère et d'épices pour la marinade. C'est ça qui est important. Exemple? J'irai dans le sud-ouest. Ok. Un Cahors, un Madiran, voilà, un vin avec de la tannicité, de la structure. Ça, c'est pour la marinade. Après, bien sûr, pour l'accompagnement, bien sûr, j'irai sur un bourguignon. Enfin, sur un Bourgogne, je veux dire. Ok. J'arrive en courant. Et je suis d'accord pour la marinade, c'est ce que je fais. Très bien. Oussane Éclair? Idée. Bah alors, dans le plat régional, ça peut être un plat de chez vous. Ah oui. Bah oui. Régional, j'ai pas forcément dit français. C'est plus le vrai. plat qui incarne une identité, Oui, en fait. Oui. Je pense que le roumazav, c'est vraiment mon plat. Alors, les Donc, enfants aussi adorent ça. ouais, Donc, franchement, c'est un plat, on va dire, ordinaire à Madagascar, mais nous, quand on le fait à la maison, c'est notre plat de fête. Bah, super. Voilà. Très bien. Alors, régional, je vais être chauviniste. Le Beckhoff alsacien. Ah, oui. Ça, c'est beau. Avec un bon Riesling, voilà, je vais être Avec un bon traditionnelle. Riesling. Par contre, moi, en plat régional hors France, moi, je suis fan de couscous. Voilà. Merci. Avec les légumes et Bien sûr. Ok. Qu'est-ce qu'il y a toujours dans votre réfrigérateur? Du beurre, tout. J'allais dire la même chose. Du beurre. salé. C'est pas très original, mais pareil. Je suis déçue parce que parfois certains répondent un vin, un champagne. Ah, un vin. Ah bah oui, ça Oui. pourrait être certain. La dernière fois, j'ai... Je dirais plutôt dans ma cave. Parce Oui. qu'en fin de compte, le vin, il ne faut pas trop le mettre dans un frigo parce qu'un frigo, c'est 3 ou 4 degrés. Il faut savoir que le vin, c'est des arômes volatiles. Plus la température est basse, et moins c'est bon. Donc même les vins blancs, il peut y avoir un passage dans un frigo à 3-4 degrés, mais il vaut mieux le sortir une demi-heure avant qu'il revienne à température pour qu'il soit consommé à 7-8 degrés comme un champagne. Très bien. Oui, voilà. Merci pour cet instant éclairant. Ouais, c'était mon côté pédagogique. Alors, si vous ne le savez pas, je suis une ancienne prof de lettres. Et donc, du coup, Vincent ne le savait pas, a priori. Si, Ah si, tu le savais. Bon. Donc, je veux vous citer un passage, évidemment, qui me tient à cœur.
Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Pour vous, quelle est votre Madeleine de Proust ? C'était donc un extrait de À la recherche du temps perdu. Oui, vu la longueur de la phrase. Et encore, parfois, c'est 3 pages, la phrase de Monsieur Proust. Donc, la Madeleine de Proust, c'est quelque chose qui vous emporte nostalgiquement dans votre enfance ou qui vous rappelle une personne, une saveur, qui vous émeut. Moi, ce sont les viennoiseries. Je reste à nouveau dans ma région, Kouglof, pain, les Chinois, ce qu'on appelle les Chinois. Donc, c'est un roulé aux amandes avec de la crème pâtissière. Voilà. Ah non, alors il n'y a pas la crème pâtissière, il y a la cannelle, il y a des amandes, il y a du beurre, il y a un peu d'œuf, et puis c'est roulé, donc sous différentes formes. Donc voilà, moi j'ai des odeurs du samedi où c'est en cuisson et du dimanche matin pour les déguster. Et j'ai 4 sœurs, on mettait toute la main à la pâte, levée, crue. Lorsque ma mère faisait la pâte, à goûter la pâte, elle en devenait folle parce qu'il ne restait plus grand-chose. Donc voilà, c'est ma Madeleine de Proust. Super beau. Moi, pour ma part, c'est la viennoiserie. Un peu comme toi. C'est la viennoiserie. Il faut savoir que quand j'étais gamin, j'allais dans un endroit en vacances qui s'appelle Collioure. Et il y avait une boulangerie au feu de bois. Et donc, c'est une odeur que je me souviendrai toujours. Le pain et la viennoiserie étaient cuits donc au feu de bois et les odeurs ressortaient par l'arrière de la boulangerie qui remontait cette rue et toute cette rue avait cette odeur. Et dès le matin, on se réveillait, on n'avait qu'une envie, c'est de courir même pieds nus dans cette rue pour aller acheter 2-3 pains au chocolat pour tout le monde. Et ce pain qui a perdu un peu aujourd'hui, mais qui revient, oui, ces pains qui sont bien sûr des pains qui sont faits au levain, mais qui sont torréfiés et caramélisés par la cuisson. Et déjà à l'odeur, c'est magnifique. Et au bruit quand on les touche, on sent bien ce côté, oui, on écrase quelque chose, et puis pas comme les pains mous qui existent et qui se répandent un peu partout, même dans les grandes surfaces. Oui, ce genre de souvenirs. Les odeurs sont hyper importantes parce qu'elles participent aussi à notre histoire. Merci, très joli. J'adore. Alors moi, je dirais qu'il y en a 2, mais qui vont rejoindre un peu nos produits, et c'est pas anodin qu'on ait choisi aussi ces produits-là. Bon, la vanille, on a grandi avec, ça faisait vraiment partie des recettes que faisait ma maman, je pense la tienne aussi, probablement. Et après, il y a un autre produit qu'on appelle bouilla, à Madagascar, et en fait, ce sont les fruits de baobab qui sont enrobés dans du sirop de rose ou safran. Et en fait, on mangeait ça un petit peu comme des gourmandises, en fait, à l'époque. Et maintenant, on propose de la poudre de baobab. Alors, ça s'est fait un peu par hasard, on va dire, parce qu'on n'avait pas, nous, au départ, fait le lien entre ces bonbons et la poudre. La poudre, en fait, elle est reconnue aujourd'hui pour ses bienfaits nutritionnels, pour ses apports. Et en fait, en refaisant l'histoire, on s'est rendu compte que nous, c'était nos bonbons d'enfance, en fait. Voilà. Trop mignon. Trop mignon. Nous, on avait Haribo. Oui, c'est différent. Après, la petite banane que vous avez mangée, là aussi, ça, c'est pareil, c'était des goûters d'enfance, en fait. Mais voilà, c'est plein de choses comme ça qui nous font écho à ce qu'on mangeait quand on était petit. Et ouais, exactement, les petites bananes comme ça qu'on mangeait au goûter et qui sont aujourd'hui hyper appréciées. Mais nous, c'était ça, nos gourmandises. En fait, justement, pour rajouter ce que dit Claire, en fait, c'est que la poudre de baobab, c'est Eddie Benganem, en fait, au Trianon à Versailles, qui me dit: Hussein, t'as pas des produits qui sortent vraiment du lot? Du coup, je lui ai raconté cette histoire, en fait, où nos grands-mères, justement, trempaient le fruit du baobab dans du sirop de safran ou sirop de rose. Il me dit: mais tu peux pas nous ramener la poudre? Effectivement, c'est très bon, il y a un côté acidulé. Oui, il y a un côté citronné, oui. Exactement. On a aujourd'hui des chefs, en fait, qui font des soupes avec pour accompagner du poisson, des crustacés. Ou alors dans des tiramisu, en fait il y a un petit côté acidulé. C'est vrai que c'est très poisson cette côté citronné. C'est ça. Et donc voilà, en fait, et surtout aussi c'est très bon pour la santé, donc c'est un antioxydant, c'est un anti-inflammatoire, c'est très bon pour la digestion. Plus on avance, le baobab, on l'appelle l'arbre aux 1000 vertus, en fait. Ah ouais. C'est vraiment. On découvre les différentes les différents apports en nutrition, en fait. Super. Et Vincent,
ta Madeleine de Proust? Alors moi, j'avoue, j'en aurais plein, mais celle peut-être qui sort du lot, ce serait la bombe à la fraise. Alors la bombe, c'est la glace, fraise des bois, en particulier de ma grand-mère. Ils avaient un magnifique potager, et dans ce potager, il y avait des fraisiers de fraises des bois. Et quand on était gamin avec les cousins, on piquait les petites fraises comme ça. Et la grand-mère faisait des glaces fabuleuses, blindées de crème. Mais Pas les meilleures. Mais c'était exceptionnel. Voilà. Alors, curieusement, la Madeleine de Proust, c'est toujours sucré. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, c'est vrai. Pourtant, c'est pas trop mon truc. Oui, parce que je pense que c'est l'enfance. Oui, c'est ça. Mais voilà. Ouais. Ouais. Et l'enfance, c'est le sucre. C'est vrai. Super. C'est moins le bœuf bourguignon. Alors, 2 dernières questions qui sont les plus importantes pour moi. Est-ce que vous pouvez compléter la phrase? Cuisiner, c'est... Partager. Oh là, oh là, à l'unisson. Ouais. Sabine, t'as dit aussi la même chose? Non, j'ai rien dit. T'as moi. pas dit. Donc, cuisiner, c'est... Se régaler. Ah oui, ça, j'ai pas envoyé en avance. Non. C'est l'impro. Mais j'hésitais entre se faire plaisir et faire plaisir, en fait. Mais c'est les deux. Donc, quelque part, c'est le partage aussi, au final. Ok. Et la dernière question, est-ce que vous pouvez me donner la définition de la passion? C'est toi, Virginie. Oh, gentil. C'est le feu. Ouais, ok. C'est la motivation. Il faut de la passion. La passion alimente la motivation. Oui, je pense, oui. Parce que c'est des métiers... beaucoup de métiers sont durs, et si on n'est pas passionné, eh bien, on peut aussi baisser les bras. Ah bon, on capitule. Et donc, la passion favorise la motivation. La passion arrose la motivation et on a toujours envie d'avancer. C'est l'épanouissement. Super. Bah oui. Oui, parce que c'est improbable de faire une liqueur de tomate. Donc, il faut être quand même sacrément passionné pour aller chercher une liqueur de tomate. Oui, ça saugrenu. Non, mais c'est original et singulier. C'est ça qui est génial. Bah oui, sans cette passion, on ne peut pas avoir cette idée. C'est un moteur. Et étant donné que ça interpelle, je vois quand les gens viennent à la distillerie, découvrent ça, ils se disent il est complètement fou, lui. Donc ça interpelle, et du coup, ils s'attendent à plein de choses. Pas forcément à ce qu'ils ont, finalement, à ce qu'ils découvrent, mais ils s'attendent à un gazpacho, ils s'attendent à une tomate avec de l'alcool. Ils sont souvent très étonnés. On peut faire des dégustations à la distillerie? Oui, bien sûr. Elle est où exactement? Je suis rue du Volga, dans le 20e. Donc il y a encore de la liqueur de tomate. Il va y en avoir bientôt, parce que là, je suis en train de travailler sur la production de l'année. Il y a combien de bouteilles à peu près qui sortent à l'année? J'en ferai une centaine à peine. Ah ouais. C'est peu. En fait, du coup, les ventes, tu les fais par un réseau de distribution, ou c'est toi-même qui... comment ça se passe? Non, alors je fais vente en direct. J'ai pas de réseau de distribution, si ce n'est que je travaille quand même avec quelques épiceries fines et cavistes parisiens. D'accord. Et puis, je travaille essentiellement aussi avec le secteur de l'hôtellerie-restauration. Les bars d'hôtel, restaurants. Donc les 100 bouteilles, en fait, elles doivent partir très vite. Oui. Très vite. L'autre poire, la récolte de l'année dernière, en une semaine. Et encore, bon, j'ai eu beaucoup de pré-réserves, enfin de précommandes. Précommande, bien sûr. C'est ça. Super. Et vous, la définition de la passion? Alors pour moi, ça serait la transmission de belles valeurs humaines, du savoir-faire, du savoir-être. Je pense que... Et puis pour rejoindre ce que vous avez déjà dit, c'est un moteur aussi, je pense. Moteur dans ce qu'on fait, dans ce qu'on a envie de transmettre. Ok, merci. Je vais être obligée de conclure. Ensemble, nous avons échangé avec authenticité autour du savoir-faire, de l'artisanat et de l'intelligence créative. Beaucoup d'envie de raconter avec pédagogie, beaucoup de voyages et d'émerveillements gustatifs, beaucoup d'amour pour les produits et pour les producteurs. Merci à mes 5 invités. Merci Claire. Merci. Merci Houssène. Merci à toi. Merci Fabrice. Merci. Merci Vincent. Merci. Et merci à la femme de l'ombre, Sabine. Merci à toi Virginie de m'avoir éclairée. Voilà. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures radiophoniques et culinaires. Ça y est, notre rencontre prend fin. Merci à tous mes invités d'avoir accepté mon invitation et d'avoir joué le jeu de la sincérité et de l'authenticité. Merci à vous d'avoir suivi nos échanges. J'espère que ce podcast, Passion sans modération, a nourri votre curiosité et qu'il vous a donné faim. J'ai aimé, en effet, mettre en lumière toutes les personnalités qui contribuent à faire de l'alimentation et de la gastronomie une pierre angulaire de notre beau pays et de notre art de vivre. Alors, on se donne rendez-vous au prochain épisode ? Pour prolonger l'expérience gourmande, retrouvez moi et mon univers sur mon site communique-passion.fr. Créons-nous prochainement un rendez-vous dans votre cuisine pour un menu qui nous ressemble à l'occasion d'un événement qui vous rassemble. Vive le fait maison et vive la passion!